aujourd'hui à notre conférence. Je m'appelle Nicolas Sperigui, je travaille à la chaire de systémicité de l'UCC avec CIA. Et nous avons le plaisir d'être parmi vous à l'invitation de Professeur Salah Kouba pour cette petite discussion, ce petit dialogue autour de la complexité. Alors, je vais faire une petite introduction un peu pour placer les choses, d'autant plus que je ne sais pas qui est familier, dans quelle mesure sur cette question de complexité, donc je vais juste introduire un peu le sujet. Avant de ça, il faut d'abord dire, rappeler que l'objet, la complexité, quelque part, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les phénomènes complexes. La complexité, c'est un raccourci de dire la complexité. En fait, il y a des phénomènes complexes. Ces phénomènes, ils se manifestent partout. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. C'est bon? Avec le micro, d'accord. Ils se manifestent partout autour de nous, mais c'est également en nous. Donc les processus biologiques vivants, vous avez les turbulences d'une rivière, vous avez le comportement des insectes sociaux, vous connaissez les fourmilières, les termitières, tout ça. Ce sont des processus qui sont des phénomènes, là c'est des phénomènes complexes, Alors, on peut juste donner une définition peut-être minimale à ça, et après, évidemment, nos collègues vont pouvoir apporter leurs propres éclairages et c'est peut-être une perspective différente là-dessus, mais une définition minimale serait de dire que tout phénomène complexe possède trois propriétés. D'abord, la non-linéarité, l'émergence et l'évolution. Alors, la non-linéarité, ça signifie que les causes et les effets ne sont pas proportionnels. D'ailleurs, les causes mineures peuvent avoir des effets majeurs. Donc, c'est très difficile de développer une approche statistique d'un système complexe. L'émergence, c'est la constatation que le tout est plus que la somme de ses parties. Le tout est plus que la somme de ses parties. Donc, en d'autres termes, connaître les parties ne suffit pas à déduire la connaissance du tout. Les phénomènes ne sont pas réductibles. On ne peut pas réduire les choses à leurs parties. Et enfin, l'évolution implique une notion de système dynamique. C'est de soumettre les transformations à l'événement, à l'aléa, au hasard, à la bifurcation. Et donc, il y a un rôle central au temps. Le temps joue un rôle central. Donc, il est donc aussi nécessaire je pense, dans ce cadre, simplement de faire la distinction tout de suite entre complexité et complication. C'est classique. Donc, une horloge suisse, un moteur d'avion, c'est compliqué. Par contre, votre cerveau, mon cerveau, la société marocaine ou japonaise, c'est complexe. Alors, justement, on vient à ce qui est humain, et c'est justement dans l'humain que la complexité culmine. Justement, dans les sociétés, dans les organisations, c'est probablement le plus complexe. Alors qu'il s'agisse d'une université ou d'une entreprise, toute organisation est imprégnée de complexité, elle est tissée d'une multiplicité d'agents qui sont en interaction les uns avec les autres. On voit bien, simplement aujourd'hui, on s'est promené dans le campus, 50 000 étudiants, juste le flux d'étudiants sur le campus, modéliser ça, c'est extrêmement difficile. Elle est ouverte, une horizon est ouverte à son environnement, c'est donc qu'elle est exposée aux imprévus, exposée aux bifurcations, ce qui va donner lieu à des phénomènes non linéaires, imprévisibles, émergents. Alors donc, c'est précisément dans ce cadre que nous abordons aujourd'hui ce thème, donc avec nos intervenants. Chacun apporte une perspective unique, singulière, et je suis sûr qu'elle sera très complémentaire. Et donc, je suis sûr qu'avec nos échanges, ensuite, nous pourrons approfondir tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Noëlle Albert et Nadia Lazari-Dodler de l'Université du Québec à Dodler. Je m'étais dit que j'aurais dû demander. Dodler, pardon. Nadia Lazari-Dodler de l'Université du Québec à Rimouski. Voilà. Et nous avons le professeur Abdelmajid Ibn Rissoul et ça Salah Kouba de l'Université HSM2. Et Isabelle Aboukiran de la chaire Complexité et Humanité à la Business School de l'IMCSP. Voilà, donc je vais donner la parole à Si Abdelmajid Ibn Rissoul qui va nous parler de l'ordre à la complexité, une lecture systémique. Merci. Merci. Je vais utiliser ce micro peut-être. Oui. Merci, Nicolas. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants,
Donc c'est avec un plaisir sincère et un engagement intellectuel profond que je prends aujourd'hui la parole devant vous pour vous parler d'un thème très marginalisé au Maroc, voire absent dans les cercles de pensée marocains, qui est celui de la complexité. Mais avant, je dois remercier mon cher collègue Salah Koba d'avoir initié cette action, justement, sur ce thème, comme je viens de le dire, qui est marginalisé et absent. Bon, on m'a appris qu'il y a eu l'année dernière une rencontre sur la complexité. Peut-être c'est la première. C'est la première. Il y a une petite chaire. Reda vient de nous dire qu'il y a une petite chaire à l'UM6P. Donc c'est un thème qui n'est pas courant. Alors ici, c'est-à-dire dans ces milieux, trop souvent nous nous réfugions dans des problématiques techniques. Elles rassurent, elles donnent l'impression qu'on a la maîtrise des choses. On élabore des modèles, on écrit des équations, on extrait des solutions qui le plus souvent répondent aux problèmes formulés, aux problèmes posés, mais pas aux problèmes réels. Nous restons dans un confort méthodologique familier. On affine, on ajoute des variables, on passe du linéaire au quadratique, en présumant que le modèle est stable, invariant, calculable. Mais comme le disait déjà Héraclite, au VIe siècle avant notre ère, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Le réel, aujourd'hui plus que jamais, nous le rappelle avec force. Qui aurait prédit dans les années 90 la disparition soudaine de l'URSS, qu'on croyait éternelle? Qui aurait anticipé en 2019 l'arrêt planétaire causé par un petit virus? Que dire de l'éruption de l'intelligence artificielle? Des atrocités qui passent devant nos yeux aujourd'hui à Gaza, ou du chaos climatique qui s'accélère. L'histoire n'avance pas en ligne droite et elle n'a jamais avancé en ligne droite. Elle progresse par secousses, bifurcations, ambiguïtés. Elle est structurellement complexe. Mais pourquoi le réductionnisme a-t-il persisté malgré ses limites? L'Occident a longtemps imposé une pensée fondée sur l'évidence, la réduction, la causalité univoque. Une pensée héritée de Descartes, érigée en seule pensée productrice de la connaissance scientifique. Or, d'autres traditions, africaines, orientales, spirituelles, ont conservé une approche relationnelle, circulaire, interdépendante. Et même si la nature n'a jamais séparé ni isolé, la pensée cartésienne n'a rien voulu savoir. C'est ici que la pensée complexe, portée par Edgar Morin, réhabilite cette vision globale. Pensée en réseau, en boucle, en système vivant, comme le disait tout à l'heure Nicolas. Mais Morin n'est pas né d'une génération spontanée. Il s'inscrit dans un courant qui s'appelle la systémique, dont les racines plongent dans l'ouvrage de Ludwig von Bertalanffy, La théorie générale des systèmes, publié en 1936. À partir de là, la systémique est née officiellement d'une prise de conscience de l'insuffisance de l'approche classique face à la complexité croissante du monde. Dans de nombreux domaines, biologie, mathématiques, sciences sociales, la complexité des objets étudiés a mis en lumière les limites de l'analyse linéaire et des approches purement causales. Mais en réalité, cette pensée existait déjà chez de grands penseurs comme Karl Marx, dans son analyse du capital comme système dialectique évolutif, ou d'Ibn Khaldoun avec son concept l'Asabiya, pensant l'histoire en dynamique vivante, articulant milieu, institution et pouvoir.
Mon objectif aujourd'hui est de donner une lecture systémique à la complexité, conduite à travers les travaux de trois auteurs essentiels, Jean-Louis Lemoine, Herbert Simon et Grégory Bateson. Nous allons découvrir les raisons de ce choix qui est purement subjectif. Alors, je commence par Jean-Louis Lemoine. Ma première rencontre avec Jean-Louis Lemoine, et ça c'est une anecdote que je répète assez souvent, donc ma première rencontre avec Jean-Louis Lemoine remonte que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant en 1983, lorsque je me suis inscrit en 2A à Aix-en-Provence en économie mathématique et économétrie, a eu lieu lors de son premier cours sur la théorie du système général. Alors, rappelez-vous que Bertalanffy a écrit un ouvrage qui s'appelle La théorie générale des systèmes et Lemoine a écrit son ouvrage, je vais le dire tout à l'heure, son magistral, son ouvrage qui s'intitule La théorie du système général. Alors que je m'attendais à plonger dans les modèles formels, Lemoine nous a parlé pendant 3 heures de l'évolution des discours de la méthode. J'étais dérouté. Je cherchais des équations. J'ai reçu une révolution intellectuelle. Je songeais à changer de spécialité, mais parce que je voulais faire les mathématiques appliquées à l'économie. Donc je songeais à changer de spécialité jusqu'à ce que je découvre que Lemoine était ingénieur, spécialisé en plus en recherche opérationnelle. Et que tous les penseurs qu'il citait étaient eux-mêmes soit mathématiciens, soit ingénieurs. Ça m'a rassuré. Parmi les auteurs qu'il a cités ce jour-là, je m'en souviens, comme si c'était hier, Polya, Forester, Simon, prix Nobel d'économie en 1978, qu'il considérait comme son maître. Ce détail est essentiel. C'est Simon qui influencera toute la trajectoire de Lemoine. Alors Jean-Louis Lemoine a publié une trentaine d'ouvrages dont les plus célèbres sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, La théorie du système général en 1977, La modélisation des systèmes complexes 1990, Les épistémologies constructivistes 1995, tous plusieurs fois réédités. Il a aussi traduit en 1986 le célèbre ouvrage de Simon, Sciences de l'intelligence, Sciences de l'artificiel, et écrit avec Edgar Morin, L'intelligence de la complexité en 1999. Dans sa théorie du système général, Lemoine propose une critique féconde des 4 préceptes de Descartes, l'évidence, le réductionnisme, la causalité et l'exhaustivité. À leur place, il introduit une autre grammaire, la pertinence, le globalisme, la téléologie et l'agrégativité. Face à la complexité, il rejette l'analyse qui découpe. Il préfère une méthode qui relie, articule, fait du sens ou fait sens. Là où Descartes séparait pour expliquer, Lemoine articule pour comprendre. Tout commence par une redéfinition du système par Jean-Louis Lemoine. C'est quelque chose, le système, c'est quelque chose. Nous, vous, moi, une entreprise, une administration, une organisation, c'est amphi dans lequel nous 5 ici, nous formons un système. Donc c'est quelque chose qui entretient des relations avec son environnement pour une finalité qui agit à travers une structure et évolue dans le temps. Il ne s'agit plus de décrire le réel de l'extérieur comme le fait la méthode cartésienne, et c'est ce qu'on appelle en méthodologie le positivisme. Donc il ne s'agit plus de décrire le réel de l'extérieur, mais de le modéliser comme système pour en extraire des intelligibilités nouvelles. C'est là qu'intervient sa méthode, la systémographie, qui représente les phénomènes comme systèmes généraux. Elle repose sur une idée forte, inspirée de Bachelard et Piaget. Les modèles ne sont pas donnés par la nature, ils sont construits par l'esprit. Pour comprendre, transformer, intervenir.
La modélisation n'est pas un miroir du monde, c'est une représentation pragmatique, utile, évolutive. Elle est un acte constructif. Le sujet produit son objet d'analyse dans une dynamique qui relie représentation et transformation. Il propose une typologie des systèmes canoniques. C'est-à-dire cette typologie va nous montrer comment les systèmes se complexifient, deviennent de plus en plus complexes. Le premier système, c'est le système canonique dans lequel il y a deux sous-systèmes, le système de pilotage et le système opérant. Le système se complexifie quand il y a introduction de l'information. Le système se complexifie encore davantage quand il y a plusieurs unités décisionnelles dans le système de pilotage. Le système devient auto-organisé, c'est-à-dire qu'il a une finalité, et le système devient auto-finalisé, c'est-à-dire qu'il réfléchit à d'autres projets. Chaque niveau intègre les précédents et leur imprime une finalité nouvelle. Le système devient capable d'agir et de s'orienter. Cette modélisation repose sur 4 principes. Représentabilité. La connaissance construit une représentation. Télionomie. La finalité vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Conjonction. L'objet appartient à un tout. Ouverture. Le modèle reste sensible à l'imprévu et à l'incertain. Ainsi, la connaissance devient construction de sens. Située, cohérente, évolutive. Connaître, c'est modéliser. Et modéliser, c'est construire. Pas seulement des idées, mais des objets, des entités, des situations. La réalité devient un construit social. Quand on modélise une entreprise, nous construisons l'entreprise soit pour soi, soit pour autrui. Pour faire face à la complexité, le systémicien ne se limite pas à la déduction, comme le ferait un cartésien. Il mobilise la triangulation systémique, le découpage systémique, l'analogie. Ces outils ne visent pas la simplification, mais la cohérence dynamique, pour penser le vivant, le changeant, le complexe. Alors, j'ai eu également la chance d'assister à une conférence de Herbert Simon, peu après mes débuts en 2A à Aix-en-Provence, quelques mois après. Grâce à une invitation du laboratoire dirigé par mon autre professeur Bertrand Munier, économiste mathématicien de renom, mais aux fortes affinités systémiques. L'affluence était impressionnante, chercheurs venant de toute la France et de l'étranger. L'homme que nous allions écouter avait reçu le prix Turing en 1975, puis le Nobel d'économie en 1978. Une reconnaissance exceptionnelle dans 2 disciplines différentes. Herbert Simon, c'est une pensée qui traverse les frontières. Psychologie, économie, sciences politiques, sociologie, informatique, sciences cognitives. Il ne découpe pas le réel, il cherche à en comprendre la totalité vivante. Il rend avec le mythe de l'Homo economicus. C'est le premier à l'avoir fait. Même Keynes ne l'a jamais fait. L'homme n'est pas un calculateur omniscient. Il est limité en information, en temps, en capacité de traitement. D'où son concept célèbre de rationalité limitée. Complété par un autre concept beaucoup plus intelligent que le premier, si j'ose utiliser cette expression, qui est celui de rationalité procédurale, et je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la rationalité procédurale. Ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais la manière dont on y parvient. Le chemin se construit en marchant. Dans cette logique, il distingue 2 types de sciences, celle de la nature, qui explique les lois du monde physique, et celle de l'artificiel, qui s'attache aux objets conçus par l'homme, décision, organisation, politique,
technologie. Le management fait partie des sciences de l'artificiel. Ces objets sont orientés par des finalités humaines, portés par des contraintes cognitives. Ils sont faits pour évoluer. C'est dans cette interface entre savoir formel et action située que surgit la complexité. Simon distingue entre deux types de problèmes dans les organisations socio-économiques. Les problèmes structurés, résolus par des procédures connues par des algorithmes, et les problèmes non structurés qui exigent intuition, heuristique, apprentissage, et c'est là où intervient la rationalité procédurale. Avec Georges Polya, mathématicien célèbre, il partage cette vision heuristique de la pensée. Résoudre un problème, ce n'est pas appliquer une règle, c'est chercher, construire, ajuster. Il propose un modèle fondamental appelé le modèle canonique de décision, intelligence, modélisation, choix. La décision pour Simon, parce que c'est le fondateur de ce que l'on appelle les sciences de décision, et tout à l'heure, c'est ça l'Arkoba va certainement en parler, la décision pour Simon, ce n'est pas que le choix final qu'arrivent à résoudre les modèles mathématiques. C'est le choix final, mais c'est également tout le processus qui a mené vers ce choix. Donc c'est un processus cognitif qui fait intervenir toutes les connaissances de l'homme, mais c'est également un processus social, parce qu'il y a certainement dans un processus de décision des interactions qui se produisent. Ce modèle incarne la rationalité procédurale. La décision émerge d'un processus situé, contraint, humain. Les préférences ne sont pas données. Elles sont construites dans l'interaction avec le problème. La décision n'est pas calculée, comme le font les modèles classiques de décision. Décider, c'est élaborer ce qui est désirable, et non appliquer une solution toute faite. Simon inspire les approches constructiviste de la décision. Il influence l'aide multicritère à la décision portée par Bernard Roy, où les préférences sont des hypothèses raisonnables, pas des données figées. Les méthodes deviennent des dispositifs de co-construction du sens plutôt que de recettes. Jean-Louis Lemoine disait de lui, de Simon, qu'il avait reconstruit le concept de décision. Il voyait en lui un pilier du constructivisme contemporain, celui qui affirme que l'on décide de l'information plus qu'on informe la décision. Donc il y a une inversion de la méthode. C'est cette pensée prend tout son poids dans sa contribution à l'intelligence artificielle. Avec Alain Noël, il conçoit Logic Theorist, premier programme à démontrer des théorèmes. Pour Simon, simuler l'intelligence, ce n'est pas calculer comme une machine, c'est reproduire des raisonnements humains, approximatifs, mais cohérents. Sa réflexion irrigue l'informatique, la gestion, l'économie comportementale, les politiques publiques. Elle influence des auteurs comme Marsh, Mintzberg, Crozier et fonde une approche organisationnelle de la décision orientée vers les processus. Simon nous apprend à penser sans rigidité, à décider sans illusion d'optimalité, à agir dans l'imparfait avec cohérence et discernement. Le troisième auteur dont je voulais vous parler aujourd'hui est Gregory Bateson. Alors c'est en travaillant sur le concept de développement économique que j'ai découvert l'école de Palo Alto. Je cherchais à dépasser les approches strictement quantitatives et linéaires, car le développement, dans son essence, c'est un changement. Mais encore faut-il comprendre quel type de changement. Et c'est là que l'œuvre de Gregory Bateson m'a profondément marqué. Dans Vers écologie de l'esprit, Bateson distingue deux types de changements. Le changement de type 1, où
on ajoute les comportements à l'intérieur d'un cadre stable, le système s'adapte pour mieux rester lui-même. C'est-à-dire qu'on peut changer une variable, deux variables, mais sans que le système change. Et le changement de niveau 1, il transforme les logiques du système, il modifie les règles du jeu, les postures, les boucles de rétroaction. Il ne répare pas, il transforme. C'est le vrai changement, c'est le changement réel. Le premier changement, on peut l'appeler changement synchronique, alors que le deuxième changement, on peut l'appeler changement diachronique. C'est celui qui fait passer le système d'un état A à un état B qui est totalement différent de l'état A. Ce changement de niveau 1 implique un apprentissage profond, un changement de regard, de culture, d'identité. Bateson rejoint ici pleinement Simon et le moine. Le système n'évolue réellement que s'il reconstruit ses propres mécanismes de régulation. Que ce soit l'individu, une organisation, une nation, le véritable développement passe par ce type de changement systémique et non pas par le premier changement synchronique. L'histoire le montre, les nations qui se sont véritablement développées sont celles qui ont su remettre en question leurs cadres mentaux, leurs modèles éducatifs, leurs institutions, et ils ont engagé un changement de niveau 1, un changement de paradigme. Penser avec Bateson, c'est comprendre que la complexité ne se surmonte pas par plus de contrôle, mais par des transformations structurelles et intelligentes. Il ne s'agit pas seulement de changer pour durer, mais de changer pour devenir capable de devenir. Alors, quelle conclusion donner après avoir vu brièvement ces trois penseurs? À mon avis, penser la complexité avec le moine Simon et Bateson, c'est déjà sortir de l'illusion d'un monde linéaire, stable, prévisible. C'est reconnaître que les systèmes vivants, socio-humains, n'évoluent pas par accumulation d'ajustements, mais par apprentissage profond, transformation réflexive et parfois rupture. Mais pour franchir pleinement le seuil de complexité, il faut, comme le propose Edgar Morin, le grand Edgar Morin, apprendre à tenir ensemble les contraires, ordre et désordre, stabilité et rupture, individu et collectif. Il faut surtout, comme le dit souvent Edgar Morin, relier, relier, relier. C'est comme ça qu'il le dit. Relier les savoirs, les disciplines, les échelles, les dimensions de l'humain. La complexité ne donne pas de recette. Elle ouvre une exigence. Penser mieux pour agir autrement, pas pour ajuster. C'est une voie, plus qu'un système, une éthique, plus qu'une méthode. Et merci. Merci. Merci beaucoup, Majid. On aura des questions, débats à la fin. On avait proposé que je pose juste une petite question à chaque intervention. Donc, d'après vous, dans les organisations un peu partout, mais notamment au Maroc, très axées sur le contrôle, l'ordre justement et la prédiction, est-ce que vous voyez un peu des pistes, comment faire pour qu'elles intègrent un peu plus, ou comment ça intégrer cette idée de la systémique, de la complexité? À mon avis, il y a une seule voie, c'est multiplier ce genre de débat, parce que ce genre de débat n'existe pas au Maroc. Ces débats sur la systémique, c'est-à-dire si vous allez voir un chef d'entreprise, j'en connais, un chef d'entreprise très peu serait sensible à l'idée de systémique, mais à force d'en parler, de multiplier le débat, peut-être de les rencontrer, de les faire venir vers nous, ou d'aller les rencontrer, d'aller à leur rencontre, on pourrait peut-être inciter quelques-uns à changer de paradigme, parce que le plus important, c'est le changement de paradigme, parce qu'on croit que tout est donné, or tout est construit. C'est-à-dire que si je vous raconte maintenant mon histoire avec Jean-Louis Lemoine, vous allez connaître Jean-Louis Lemoine à travers ce que j'ai construit, à travers mon regard, avec ma lecture de Jean-Louis Lemoine. Et peut-être si vous rencontrez quelqu'un
ou si vous entendez, ou si vous parlez à quelqu'un d'autre qui a déjà travaillé avec Jean-Louis Lemoyne, il va vous donner une autre version. C'est ça le modèle. C'est-à-dire que nous ne faisons que construire des modèles, mais qui en fait reflètent ce que nous pensons des phénomènes et des systèmes, des organisations, des individus, des systèmes en général. Donc moi je pense que l'effort que nous devons faire, c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier Salah, mon très cher ami, parce que c'est une approche intellectuelle très importante. C'est une approche très difficile. Les modèles nous rassurent. On a la solution, mais on a la solution d'un problème formulé, d'un problème posé, mais pas de la réalité. Comme le dit Bachelard, les modèles n'existent pas dans la nature. Ils existent. Les phénomènes, les objets. Enfin, les modèles n'existent pas dans la nature, ils existent dans l'esprit, et ces modèles ne sont que la représentation d'un système de représentation, d'un modélisateur, et qu'on donne, soit, c'est-à-dire qu'on utilise pour nous-mêmes, soit qu'on donne à autrui. Et je vous rejoins totalement, hein, j'espère pouvoir continuer à organiser ce genre de moment. Merci. Donc, je vais donner la parole à Marie-Noël et Nadia pour une conférence sur de la GRH à la gestion de personnes diverses, une perspective complexe. La GRH à la gestion de personnes diverses, une perspective complexe. Alors bonjour chers collègues, bonjour chers étudiants. Marie-Noël et moi-même sommes très heureuses d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis bonjour à tous ceux que je connais pas non plus. Donc nous sommes toutes les deux professeurs donc au Québec. Notre programme c'est gestion des personnes en milieu de travail. Donc ça met déjà un peu la table sur ce qu'on va dire. Voilà. Donc notre communication va porter sur de la GRH à la gestion des personnes diverses, une perspective complexe. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup s'appuyer sur des citations d'Edgar Morin sur lesquelles on travaille. Voilà. Alors, tout de suite, je vais commencer à vous faire participer un petit peu, ça va être dynamique. Parmi vous, qui souhaite être vu comme une ressource? Allez-y. Yes. Oui. Ah, vous dites juste oui. C'est oui ou non? Vous avez levé la main. Je pense que c'est déjà pensé à ce qu'on peut donner, à ce qu'on peut annexer, etc. Donc, plus que dans le sens inverse, dans un système où il y a j'imagine que... Je ne sais pas où est-ce que vous... Je ne sais pas où je vais aller. Mais c'est le but. Hein. C'est le but. Une question piège. Ouais. Vous allez le voir parce que moi, j'ai pas du tout envie d'être vue comme une ressource. Ça me tente pas du tout. Alors Nadia, là, tu passes à autre chose parce que ça j'ai pas envie. Bon, voilà Marie-Noël. Non. Alors, c'est pourquoi... Une ressource rare. Non, même pas une ressource rare. Ça reste une ressource quand même. Hein. Oui. Donc c'est pourquoi nous parlons de gestion des personnes et non de gestion des ressources humaines. Ok? Voilà. Alors, une autre petite question pour vous. C'est quoi une personne? C'est un masque. Un masque? Ah, pour moi, c'est un système. C'est un système. Oui. Complexe. Complexe, bien sûr. Oui. J'ai un système complexe. C'est ça. Ouais. Et les bons élèves. C'est une complexité de comportement. Complexité de comportement. Bon. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais qui parmi vous sait ce que c'est qu'un centaure? Un centaure? Oui. Nicolas, tu veux dire ce que c'est qu'un centaure? Oui, c'est moitié... Oui. En plein. Oui, Un centaure, c'est une mythologie de être humain. Ok. Qui a déjà rencontré un centaure dans la réalité? Pas grand monde. Qui a déjà rencontré une personne dans la réalité? Je pense que tout le monde pourrait lever la main, d'accord? En fait, on
voit que définir un centaure, c'est vraiment simple, alors qu'on n'a jamais rencontré, alors que définir une personne, il y a de la complexité là-dedans, alors qu'on en a tous rencontré, qu'on a eu tous des personnes. Voilà. Voici. Hein, ah, ben, je n'ai pas fini. Et donc, voici Nadia. Nadia, donc, vous voyez, c'est pas un objet. C'est pas comme une chaise derrière, mais Nadia, c'est pas un objet. C'est une vraie personne. Et c'est pas un centaure non plus. Et en fait, je pourrais dire, ben, Nadia, oui, c'est une professeure. Tout à l'heure, elle s'est présentée, c'est une professeure à l'Université du Québec à Rimouski. Oui, Nadia, on a entendu, elle est d'origine française. Oui, Nadia, on a d'un point de vue peut-être plus biologique, ceux qui l'ont vu arriver, elle avec sa canne, elle a un handicap visuel. On pourrait dire que Nadia, on peut la qualifier avec plein de catégories, comme tout à l'heure ça a été dit. Il y a plein de catégories possibles pour qualifier Nadia. Mais quoi qu'il arrive, on n'aura jamais accès aussi, on va pouvoir avoir accès à son extériorité, son masque, comme tout à l'heure Nicolas l'a dit. Mais elle a aussi une intériorité. Et là, ça fait des années que j'essaye de l'avoir, son intériorité, mais je suis pas capable. C'est mon jardin secret, ça, franchement. Et là, j'y arrive pas. Donc, Nadia, elle a, donc il y a toutes ces catégories, mais j'arriverai jamais à, je peux l'avoir aussi d'un point de vue biologique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, donc vraiment des disciplines très, très différentes. Mais toutes les coupes que je pourrais avoir vont m'aider à la comprendre, mais je pourrais jamais vraiment complètement la comprendre intégralement. Et en plus, elle a aussi donc toutes ces caractéristiques. Je peux aussi en avoir certaines semblables à moi. D'accord, toutes les deux, on est les deux professeurs au Québec. Toutes les deux, on est d'origine française. De femmes. Mais on est aussi très très différentes, d'accord. Même si toutes les deux on voit pas bien, mais ce ne sont pas les mêmes qu'on voit bien. Donc on est à la fois semblables et dissemblables. Et voilà. Et voilà. Donc là, je vais partir sur une citation de Morin, donc qui nous dit que nous ne pouvons connaître qu'en morcelant le réel et en isolant un objet du tout dont il fait partie. Donc on ne peut reconstituer le tout sans relier ensuite les différents éléments. C'est un peu ce qu'elle vient de dire. Donc un autre principe donc, de Morin, mais ça va faire vraiment du sens par rapport à ce qui était dit aussi tout à l'heure. Il y a un des principes qui est la reliance et aussi la transdisciplinarité. Donc, comme tout à l'heure ça a été dit, donc ça va à l'encontre de la disjonction et de la réduction de la pensée, comme ça a été vu avec la pensée cartésienne. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a vraiment été vu. Aussi, le principe systémique tout à l'heure, et qui est à la fois le tout, à la fois plus ou moins, selon les cas, ça peut, en général, on peut avoir l'émergence avec du plus, mais aussi on pourrait avoir du moins. Si je prends par exemple l'exemple d'une équipe, au travail, mais ça fonctionne aussi avec le football. On peut très bien avoir plein de joueurs qui vont être très très bons individuellement, mais s'il n'y a pas de cohésion d'équipe, eh ben on pourra avoir une équipe moins bonne que la somme des joueurs individuels. Alors que par contre, si vraiment on a une cohésion d'équipe forte, l'équipe va être beaucoup plus forte que juste la somme des individus. Voilà. Alors pour reprendre un petit peu tout ça, une personne c'est quoi? C'est pas un objet. C'est un être complexe qui dispose d'une intériorité et d'une extériorité. Donc l'extériorité, on la voit, tout le monde la voit, mais l'intériorité, personne ne la voit. Qui est quelqu'un d'unique, qui partage aussi des éléments avec les autres, comme elle vient de le dire, qui a besoin de dignité. Donc on peut caractériser une personne de plusieurs façons, mais en fait on va avoir que des coupes de cette personne, que des aspects de cette personne, mais on n'aura pas la totalité. Edgar Morin aussi, une citation encore de lui, nous montre que les communautés, les groupes de personnes, peuvent avoir tendance à étouffer les individus, les personnes, d'accord. Si ça prend trop de place, chacun ne pourra pas avoir assez d'espace pour exister complètement. A contrario, un individualisme complètement trop fort va tendre à désintégrer complètement les communautés. Donc l'objectif, c'est de pouvoir épanouir à la fois les jeux, à la fois chaque personne, tout en gardant aussi comme objectif d'épanouir aussi le nous. Donc c'est vraiment les deux ensemble. Quand on parle de gestion des personnes et de leur communauté,
on peut voir en fait la gestion humaine des organisations comme un continuum où on partirait de la GRH pour arriver vers la gestion des personnes en fait. Avec des associations d'individus qui amalgament des êtres motivés par leurs propres intérêts, des calculs, mais qui sont reliés, alors que les communautés de personnes partagent des buts, des biens communs, tout en respectant l'individualité de chaque personne. Tout ça pour dire que on arrive avec des jeux qui forment des nous. Le nous n'implique pas qu'on soit tous d'accord et puis qu'on fasse tous les mêmes choses. Il n'envisage pas naturellement non plus d'atteindre les mêmes objectifs, mais plutôt de partager un certain nombre d'éléments communs entre les personnes. Donc, avec toujours Edgar Morin, l'humanisme régénéré, donc c'est le fait de vouloir à la fois lier unité et diversité, et sachant que les humains, comme tout à l'heure on l'a dit, sont à la fois tous semblables, on pourrait tous chercher des points communs entre nous, que ce soit génétiquement, anatomiquement, physiologiquement, affectivement ou mentalement, mais en même temps, on est tous différents génétiquement, anatomiquement, physiologiquement, affectivement et mentalement. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans une gestion des personnes diverses, les personnes peuvent être semblables, elles peuvent être dissemblables, mais elles sont reliées. C'est ce que montre le schéma. Alors, selon Morin, toujours, la fermeture égocentrique nous rend étrangers à autrui. L'ouverture altruiste, par contre, nous la rend fraternelle. Le sujet est par nature clos et ouvert. Il nous dit également que nous ne voyons que l'altérité et non l'identité, c'est-à-dire la disjonction, plutôt que la conjonction. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer un petit peu tout ça. Je vais repartir sur une histoire que m'a racontée Marie-Noël quand on s'est rencontrés. Avant de travailler à l'université, quand elle est arrivée de France au Québec, donc elle a été embauchée dans une école au départ. Et puis dans cette école, ils avaient certains stéréotypes sur les Français, donc ils n'aimaient pas trop les Français. Et puis donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Marie-Noël? Donc, bien sûr, c'est toujours un peu souffrant quand on arrive comme ça. Mais à partir du moment où elle commençait à y avoir une connexion de personne à personne, quand on commence à s'intéresser à l'autre, on commence à discuter, etc., on se rend compte qu'il y a une ouverture à l'autre qui est en train de se faire. Et du coup, cette ouverture, elle se fait en fonction de la personne et pas en fonction de la catégorie de la personne. Et ça, c'est très important. Je suis persuadée que vous avez tous plein d'exemples comme ça également. Toujours notre ami Edgar Morin explique qu'à la fois les cultures, elles doivent à la fois s'ouvrir et se fermer. Se fermer parce que si elles s'ouvrent complètement, elles pourraient aller à une décomposition. Alors que malgré tout, elles ont besoin de s'ouvrir pour pouvoir s'enrichir. Donc on est dans cette tension entre ouverture et fermeture. Il explique aussi que dans les organisations, il y a une aptitude à pouvoir transformer diversité en unité sans vraiment annuler la diversité. Donc c'est toujours cette tension unité-diversité. Et donc tout à l'heure on a vu ouverture, fermeture, puis et même tout à l'heure on a fait référence justement à ces éléments-là qui peuvent paraître contradictoires. Et c'est ce que Edgar Morin appelle le principe dialogique, où on va vouloir mettre ensemble des logiques apparemment concurrentes, antagonistes, alors qu'elles peuvent se nourrir l'une de l'autre, mais aussi se combattre. Donc il y a vraiment un dialogue entre des logiques qui peuvent paraître contradictoires, et ça va vraiment complètement à l'encontre de la réduction, du principe aristotélicien du tiers-exclu et autres. C'est vraiment un changement de paradigme complet. Alors pour conclure sur notre propos, les organisations sont formées de personnes diverses, complexes, interdépendantes, chacune influençant les autres. Par contre, il faut faire très attention à la gestion de la diversité si on se concentre sur certaines catégories, par exemple sur le genre, sur la culture, sur le handicap ou d'autres même, parce que ça peut aussi accroître la stigmatisation du coup, d'accord ? L'inclusion, par contre, passe par la connaissance de l'autre, chacun avec ses différences. Donc on inclut les personnes comme ça dans les organisations. La gestion de personnes diverses met l'accent sur le respect de l'unicité de chacun, la connaissance de l'autre pour trouver des communs, le développement des forces de chacun et l'acceptation de la complexité des personnes et des situations.
en favorisant des solidarités sans les imposer, en gérant des identités, en acceptant les incertitudes et l'irrationalité, et accroissant la performance tout en évitant certains coups cachés. Tout cela confirme que le trésor de la vie et de l'humanité, c'est la diversité. Alors voilà, on va vous remercier pour ces paroles. Merci beaucoup Marie-Noël et Nadia, merci pour votre intervention. Alors ma question, ce serait très rapidement, comment les organisations, les entreprises, de façon un peu pratique, peuvent justement plus intégrer ces notions de complexité humaine dans leur gestion des personnes. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises que vous avez? Je ne vais pas aller sur l'entreprise ou l'organisation, tu verras ce que tu veux. Mais nos étudiants, Marie-Noël donne un cours sur la complexité. Moi, dans mes cours en EDI, équité, diversité, inclusion, j'intègre la complexité aussi. On forme des gens à la complexité. Donc forcément, quand ils arrivent dans les organisations, ils vont essayer de mettre en place ce qu'ils ont appris. Et donc ça, c'est superbe. Ou alors, quand des fois, ils peuvent très bien revenir vers nous en disant, mais là, j'arrive pas à mettre ça comme ça parce que on me dit que, ouais, là, mais ça, c'est que de la parole, en gros. Et puis, donc, il y a des choses qui se font surtout par l'intermédiaire des gens qu'on forme. Surtout qu'on forme beaucoup de gestionnaires aussi, qui sont aussi en activité ou qui ont été en activité et qui retournent. Donc ça, je pense que c'est pas mal en travaillant justement à créer à former des praticiens réflexifs justement qui vont être sensibilisés et pas mal aussi avec des rencontres où c'est vraiment la sensibilisation, je pense, qui peut faire quelque chose. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup encore une fois. Nous allons maintenant laisser la place à Salah Kouba, que vous connaissez tous. Il est ici chez lui, nous sommes ses invités, et qui va parler de repenser la décision économique par le prisme de la complexité. Merci, cher ami. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de prendre part aujourd'hui à cet événement que nous avons initié ensemble. Parce que, comme ça a été dit à maintes reprises, probablement, on a peu d'occasions et d'opportunités pour débattre d'un sujet qui devient de plus en plus important aujourd'hui, à tous les niveaux. Au niveau individuel, on a vu la gestion des personnes diverses en situation aussi au niveau milieu de travail. Voilà, on va dire milieu de travail, micro. Alors on a vu ce cadrage général qui a été présenté par notre ami professeur Abumjit. Moi-même, j'aurai le plaisir d'aller un petit peu au niveau macro pour parler de la décision politique de façon générale, avec un focus particulier sur la décision économique. Et je vais probablement prendre l'exemple du modèle de développement du Maroc comme étant un exemple de référence dans mes différentes illustrations. Un document qui devient aujourd'hui de référence dans pratiquement toutes les décisions publiques, économiques et sociales notamment. Je n'ai pas préparé de présentation, je suis un petit peu inspiré par mon professeur, le Stade Abumjit Borissoul. Comme ça, on s'est dit, c'était pas un accord, hein, c'est venu comme ça. On s'est dit pourquoi ne pas revenir de temps à autre à la méthode traditionnelle, classique, de faire une présentation comme ça et voir dans quelle mesure probablement on serait capable d'attirer davantage l'attention du public. Alors, comme vous le savez, depuis quelques années, de mémoire, je pense, depuis 2018, ça fait déjà 7 ans, le débat autour d'un modèle de développement inclusif et résilient au Maroc attire l'attention de plusieurs personnes et a fait couler beaucoup d'encre. Les limites d'un modèle déjà établi sont connues et soulevées dans pratiquement tous les rapports édités par les organismes nationaux et les organismes internationaux. Je cite, à titre d'exemple, les rapports de la Banque mondiale, les rapports de l'OCDE aussi.
le développement économique et social au Maroc a atteint le plafond de verre. Et plusieurs personnes commençaient à s'interroger sur éventuellement la crise d'un modèle, ou plutôt un modèle qui est en crise. Alors en réponse à ce constat qui a été fait par les différents organismes, et suite à l'appel lancé par Sa Majesté, par le monarque, on a mené une réflexion dans ce pays pour reconsidérer le modèle de développement de notre nation. Plusieurs propositions, notamment académiques et politiques, ont été formulées à l'époque et présentées dans un rapport connu, accessible, disponible, accessible à tout le monde. Et c'est le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement. L'ensemble des propositions semble s'inscrire dans une approche économique classique qui, à mon sens, et c'est ma lecture de ce document de référence, dans une approche classique qui fragmente et qui découpe. Les orientations du modèle se fixent, se focalisent sur le détail et ne permettent pas forcément de voir les éléments et le tout en même temps. La cause est bien évidemment inhérente à l'approche privilégiée, une approche cartésienne, classique, traditionnelle, et elle s'explique aussi par l'absence d'une vision globale d'un projet de société. Alors, l'approche adoptée conçoit l'économie comme étant un ensemble d'acteurs, de structures, de mécanismes appréhendés de manière isolée, séparée. D'ailleurs, c'est la conclusion qu'on retrouve aussi dans le rapport de l'OCDE sur le Maroc, c'est que les différentes stratégies sectorielles ne se complètent pas, n'ont pas été conçues dans une perspective, on va dire, holistique. Et ce mode d'intelligence des phénomènes socio-économiques nous aveugle parce qu'il se base sur un processus de disjonction, réduction et abstraction de la réalité. Tout projet de modèle de développement sous cette approche est, à mon avis, incapable de saisir dans sa dialectique les dynamiques complexes à la base du mode de croissance actuel. Et par conséquent, partant des mêmes diagnostics qui sont susceptibles de reproduire des stratégies politiques contribuant davantage à détruire le socle de tout développement durable, à savoir la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État. Cette proposition d'approche que je vais présenter dans mon intervention d'aujourd'hui, qui est une approche systémique, une approche de système adaptatif complexe, se veut d'abord un appel aux économistes, mais aussi aux décideurs politiques, de changer de lunettes pour voir clairement les phénomènes et les problèmes, notamment les décisions à prendre. C'est une réflexion qui porte sur les fondements d'une nouvelle approche afin de sortir de la vision mécanique classique de l'économie et d'épouser une nouvelle vision systémique et holistique. Mes principales réflexions sont livrées autour de la complexité, bien évidemment, du modèle comme étant un pilier philosophique d'un écosystème permettant l'émergence d'un modèle de développement marocain inclusif et résilient. Alors, j'articulerai mon intervention sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est de présenter très brièvement l'approche, puis après les propriétés de l'approche que je présenterai, à savoir système adaptatif complexe, et je terminerai par les implications. Et c'est cette troisième partie qui nous intéresse le plus parce que ça donne de l'aspect pratique à ma réflexion. D'abord, en termes d'approche, je m'inscris dans la théorie des systèmes adaptatifs complexes. Comme vous le savez, et ça a fait l'objet de plusieurs écrits durant les dernières années, la complexité est devenue une approche et une perspective incontournable dans l'analyse des économistes. Beaucoup d'ouvrages, beaucoup de congrès, des sociétés, heureusement, on en a aussi au Maroc. On a la chaire de la complexité de l'UM6P, on a la Société marocaine des études interdisciplinaires. Donc, c'est-à-dire que la réflexion, ça démarre, ça commence, et ça prend de l'importance, et ça a été dit par professeur Berisseau tout à l'heure, probablement c'est la meilleure manière
de faire avancer la réflexion par rapport à cette thématique de la complexité. Donc les économistes qui prennent la complexité adoptent la thèse d'un large système complexe et évolutif composé de sous-systèmes cohérents et interdépendants. Les indicateurs macroéconomiques, tels que l'inflation, le chômage et la croissance, ne sont que des phénomènes dont l'émergence résulte des différentes interactions d'agents, ayant des comportements et des attentes hétérogènes. Mais malheureusement, ces indicateurs, comme leur nom l'indique, ce sont des agrégats. C'est-à-dire que la perspective est davantage additive. La perspective, c'est de faire la somme des parties sans prendre en considération les différentes interactions. Et le PIB en est un exemple, je pense, illustratif de cette approche. Ils ne permettent pas non plus de comprendre l'émergence. Je parle de cette approche additive classique. Ils ne permettent pas non plus de comprendre l'émergence dans son acception économique récemment développée par les économistes. L'exploration de la théorie de la complexité permet facilement de constater le fit ou la cohérence, de façon simple, qui s'établit entre le concept du système adaptatif complexe et de celui d'un modèle de développement tel qu'on l'a conçu ces dernières années. Reconnaître la complexité déjà du modèle implique une attention particulière aux interactions entre les acteurs, entre les structures, entre le système dans sa globalité, mais aussi les sous-systèmes. Ça permet aussi d'attirer l'attention, ça implique aussi une attention particulière aux interrétroactions, conséquences inattendues, résilience et incertitude. Elle représente ainsi une approche pertinente pour analyser et comprendre les comportements des agents, les interactions entre eux et leurs adaptations. En conséquence, il faut cesser de considérer l'économie ou le modèle de développement comme étant totalement contrôlable et que l'on peut faire évoluer, changer par des décisions prises individuellement et de façon séparée sans qu'il y ait cette approche globale comme ça a été déjà souligné. Donc il faut cesser de considérer l'économie comme étant un modèle contrôlable par la décision et l'action des responsables politiques. C'est la conclusion du rapport de l'OCDE en 2018 sur la complexité de l'action publique. Au lieu de concevoir le modèle économique comme une machine dont la composition et le fonctionnement optimal sont parfaitement maîtrisables, il est intéressant de le repenser selon une approche du système adaptatif évolutif complexe et en constante auto-reconfiguration pour répondre aux influences et changements continus de l'environnement, du contexte. Il faut le voir comme une forêt avec des interdépendances massives de ses parties. Pour illustrer la notion de système complexe, plusieurs exemples sont cités. Je cite à titre quelques exemples, 2 ou 3 exemples, les termites et les colonies de fourmis, la danse organisée des bandes de poissons et le trafic routier notamment autour d'un carrefour. C'est des exemples qui illustrent parfaitement la notion du système adaptatif complexe. On voit clairement comment ces sociétés fonctionnent sans avoir véritablement de hiérarchie ou de décisions, des décisions qui viennent du haut ou du bas. Maintenant, les propriétés, c'est le deuxième point de mon intervention. 4 principales propriétés du système adaptatif complexe. On le sait et ça devient des évidences, mais malheureusement, on ne les intègre pas dans la prise de décision. Je vais illustrer ça par des exemples. L'avenir est incertain. Tout le monde en parle. Dans nos rapports, dans les PFE, dans les articles de recherche qu'on publie, on est d'accord sur le fait qu'il y a de l'incertitude et qui devient de plus en plus importante. L'approche classique prône un avenir risqué. Je vous invite à être attentif à ça parce que le risque, c'est pas l'incertitude. L'approche de la complexité prône un avenir incertain. La différence est de taille parce que dans un avenir risqué, les calculs de probabilité et les différentes techniques de calcul avancées peuvent permettre toutes les anticipations nécessaires, notamment aujourd'hui avec les big data et avec les capacités de nos machines de faire tous les calculs qu'on peut envisager. Tous les résultats attendus d'une politique donnée sont connus à l'avance, dans le cas d'un avenir risqué.
L'incertitude qui résulte, bien évidemment, de la rationalité limitée des acteurs ne permet pas à l'être humain de connaître à l'avance l'ensemble des résultats attendus, quels que soient les calculs faits. L'évolution de la société impose de nouvelles découvertes qui impactent en retour les attentes des acteurs, mais aussi les résultats attendus des politiques mises en place. Le rôle joué par les réseaux sociaux, ça on le vit quotidiennement, dans le printemps arabe de 2011, est un exemple de cette incertitude. Plus récemment, au Maroc par exemple, le mouvement du boycott de certains produits de grande consommation montre à quel point les responsables politiques étaient incapables d'agir et même leurs réactions étaient hors jeu. On se souvient des déclarations de certains responsables politiques à l'époque. La crise Covid-19 en est une autre démonstration de l'incertitude qui prédomine notre univers. Et on a vécu ensemble comment on a décidé à un certain moment de stopper toute activité dont le but de désactiver les interactions. Parce qu'on savait que le virus se développait et touchait tous les coins du globe à cause des interactions. Alors, deuxième propriété du système adaptatif complexe. La réalité est faite d'interactions et d'interdépendance entre les constituants, entre les éléments. La réalité économique est faite d'un réseau d'interactions entre les agents. Ce qui se passe dans un constituant est transmis immédiatement vers les autres à des degrés différents. C'est l'effet contingent qui caractérise notamment les crises financières. Le comportement du système économique dans sa globalité, j'entends le modèle de développement, je parle d'un système économique dans sa globalité, et donc, dans ce cas-là, précisément, je parle du modèle de développement, dépend des constituants, dépend des comportements des acteurs, des sous-systèmes et des différentes structures. Mais surtout, de la nature des interactions entre les acteurs. Chose qui est souvent oubliée, marginalisée dans les différentes études et les différentes analyses. On met l'accent sur les acteurs, mais on ne s'intéresse pas aux acteurs. Nous n'avons valeur d'aujourd'hui, à mon sens, aucune mesure des interactions entre les acteurs. Même dans ce que l'on appelle les écosystèmes industriels. On veut encourager les interactions, mais nous n'avons pas de mesure en termes d'interaction si on exclut bien évidemment les interactions qui se traduisent par des flux monétaires. C'est pratiquement la seule mesure qu'on a. Alors, quant à la complexité du système, elle dépend du nombre de constituants, nombre de natures d'interaction, la vitesse de transmission des chocs et des motivations, c'est-à-dire de propagation à travers le réseau d'acteurs. Le confinement planétaire qu'a vécu l'humanité pour la première fois dans son histoire était une tentative des gouvernements de désactiver une des propriétés les plus importantes des systèmes complexes, celle de la propagation via l'interaction. Troisième propriété. L'émergence et l'auto-organisation du système. Une des spécificités du système complexe est l'émergence de ses structures, ses comportements et ses propriétés. Je le dis tout le temps à mes collègues, surtout ceux et celles qui sont présentes ici, et lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, j'invite mes collègues à changer même le discours, à changer même la terminologie. Moi, je préfère, au lieu de parler de création d'entreprise, je préfère parler de la notion de l'émergence de nouvelles pousses. Parce que création, émergence, ce n'est pas la même chose. À partir du moment où la notion d'écosystème, par exemple, a pris une telle importance dans la terminologie et la littérature en entrepreneuriat, mais de l'autre côté, on n'a pas fait un effort pour adapter davantage le discours et la terminologie qui va avec. Alors, je disais, une des spécificités du système complexe est l'émergence de ses structures, ses comportements et ses propriétés. Il ne résulte pas d'un contrôle externe, de la hiérarchie ou d'un pouvoir de l'État qui va contrôler, qui va décider. Tout comme les nuées d'oiseaux et la danse des bancs de poissons qui obéissent à des dynamiques collectives complexes. Je vous invite à voir certains documentaires sur ça, sur les nuées d'oiseaux, sur la danse des bancs de poissons, et vous allez comprendre les propriétés du système adaptatif complexe. C'est un ensemble d'acteurs en interaction et qui permettent de produire des formats, des artefacts qui sont extrêmement importants. Je pense que ces sociétés nous inspirent et permettent et peuvent être très utiles pour nous, en tant qu'économistes, de comprendre davantage les phénomènes économiques qui sont bien évidemment complexes. À première vue,
l'observateur croit que l'ordre complexe du mouvement de ces espèces suit un plan prédéterminé et résulte du contrôle d'un chef de file. Dans la réalité, ce sont des comportements collectifs qui émergent d'un ensemble de processus complexes d'action, réaction, rétroaction. C'est une auto-organisation du comportement du système dans sa globalité. Les responsables de l'action publique ont beaucoup à apprendre de la notion de système adaptatif complexe. Ce n'est pas uniquement un arsenal de concepts et d'études interdisciplinaires, mais c'est d'abord un état d'esprit qui doit être embrassé par les policy makers. Au total, 2 minutes. Wow. Au total, la vision des responsables de la sphère publique doit changer. L'économie et la société en général n'est pas un système compliqué, dont le tout est la somme des parties. L'économie est un système complexe, adaptatif, comme le trafic routier, dans un rond-point. Et c'est pas, une voiture n'est pas un système complexe, c'est un système compliqué. Mais l'ensemble des voitures autour d'un rond-point, c'est un système complexe. Alors, le modèle de développement émerge d'un ensemble d'interactions individuelles et collectives complexes dans un contexte incertain et difficile à prédire. Au lieu de 2, je demande 4, s'il te plaît. J'ai les implications, j'arrive à mon troisième point. Troisième point, il porte sur les implications. L'approche est là, les propriétés sont là, mais quelle implication? Parce que ce qui m'intéresse finalement, c'est la décision publique, c'est la décision politique. 3 recommandations, 3 résultats de cette réflexion qui reste théorique. D'abord, il est urgent et important de dépasser les dualités du modèle actuel. Le modèle de développement se caractérise par de très fortes dualités, notamment dans les secteurs sociaux, tels que l'enseignement et la santé. Je me focalise sur l'enseignement. Le système éducatif, primaire, secondaire et universitaire, stratégique pour la cohésion sociale et l'avenir de la société marocaine, est aussi caractérisé par une très forte dualité entre le gratuit extrême, aucun frais de scolarité dans le secteur public et de, juste en face, j'ai 40 000 étudiants, tout est gratuit, et le payant extrême, de l'autre côté, des prix exorbitants dans le secteur privé. La distance en termes de conditions d'apprentissage est énorme. Conséquence, des citoyens d'une même société, issus de 2 systèmes éducatifs radicalement différents, à terme, la société risque d'être disloquée. Même les débats récents sur la réforme de l'éducation sont dominés par la logique binaire, gratuit-payant. Conséquence, un désaccord total entre ceux qui défendent la gratuité extrême et ceux qui en sont contre. La dualité extrême génère davantage de conflits et de fissures dans la société. Les familles modestes et pauvres, ainsi que celles du monde rural, renvoient leurs enfants à l'école publique, avec, dans plusieurs cas de figure, un état lamentable de l'infrastructure de base. Les enfants des familles aisées, en revanche, sont envoyés à l'école privée. Qu'attendons-nous des enfants d'une même nation éduqués dans des contextes radicalement différents? La problématique de l'éducation est stratégique pour les futures générations et la construction d'un modèle de développement inclusif et résilient. Il est urgent de reconsidérer cette dualité qui, à terme, disloquera la société. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir l'école privée pour laisser place uniquement à l'école publique, ou vice-versa. Mes propos portent sur l'urgence de mettre fin à la dualité et la logique binaire dans notre société et laisser place à la perspective paradoxale, que j'illustre par la philosophie chinoise, le yin et le yang. 2 propriétés de cette logique. Alors, la loi sur la nature des constituants, selon cette loi, rien n'est totalement privé, rien n'est totalement public. Il doit y avoir un juste milieu. Heureusement, on voit ces modèles aujourd'hui se développer parce qu'on voit beaucoup d'établissements privés qui donnent des bourses et inversement, on voit aussi les établissements publics qui sont ouverts qui proposent des formations qui ne sont pas forcément gratuites. Deuxième considération, deuxième implication, reconsidérer la confiance et la modestie des responsables de l'action publique. Dans son dernier rapport sur le capital immatériel pour accélérer l'émergence du Maroc, à l'horizon 2040, la Banque mondiale a tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne le niveau très bas de la confiance interpersonnelle. Alors, je cite, le niveau de la confiance en général au sein de la société marocaine est faible et inférieur à la moyenne du pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Pire encore, le niveau a diminué durant les dernières décennies. Seuls 13% des Marocains interrogés considèrent que les gens sont dignes de confiance. Rapport, je cite le rapport de la Banque mondiale, page 329.
Le déficit dans le capital social et le capital institutionnel représente un des principaux freins de l'émergence économique du Maroc. En effet, la confiance en autrui est un déterminant de base du capital social. Lorsque le niveau de la confiance interpersonnelle est élevé, le coût des transactions baisse et les interactions deviennent plus dynamiques. À l'urgence de restaurer la confiance, et je vais terminer dans une minute, s'ajoute la modestie des acteurs, notamment lorsqu'on parle d'objectifs stratégiques avec des chiffres énormes, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, aucun contrôle, aucun travail n'est fait pour présenter le bilan. Et du coup, on évalue rarement la conséquence de ces décisions, parce que quand on a des citoyens, une société qui s'attend à une évolution importante, on avance en des chiffres, hein, et puis rien ne change dans la réalité, on ne fera plus confiance à ces gens-là. C'est pour cette raison, épouser l'incertitude, épouser la complexité du phénomène économique impose à ce décideur politique d'être modeste même dans la fixation d'objectifs, dans la détermination de sa finalité. Alors, je vais essayer de conclure rapidement. Je voulais parler d'autre chose, mais je sais que notre président ne sera pas très content. Je pense que la problématique de la décision politique, et notamment à travers ce modèle de développement qui est devenu une référence, est d'abord une problématique d'approche, d'attitude et de comportement des agents. Malheureusement, les responsables d'action publique n'ont pas pu se débarrasser de l'approche classique, traditionnelle, qui considère l'économie comme un système compliqué, comme une voiture faite d'un certain nombre de composants, analysable et facile à contrôler. Une telle approche ne permet pas de comprendre la réalité et se base davantage sur la disjonction, sur la séparation. On voit clairement, par exemple, dans le système éducatif, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur et les autres systèmes, il n'y a pratiquement aucune coordination. Il n'y a pas une approche globale de l'éducation et qui permet d'intégrer les différentes interactions. Alors, et pour conclure, pour réussir encore une fois l'intégration de la complexité de la pensée systémique dans la décision publique ou privée, il est important de commencer par un changement de paradigme. Et je reprends encore une fois Edgar Morin, dans ces 10 principes qui sont très accessibles sur le web, qu'il a publié dans The Conversation, avant même de présenter les 9 principes, parce qu'il parle de 9, il demande à ce qu'on change de paradigme. Il s'agit de remonter très en amont dans l'antre de l'arrière-pensée, de toutes nos pensées, pour opérer un changement radical, celui du passage d'une pensée simplifiante à une pensée complexe. L'entreprise n'est pas facile, très complexe, mais je pense qu'ensemble, on peut réussir à arriver à ce projet. Merci. Voilà, désolé, je suis un peu long. Merci à toi, Salah. Une petite question rapide quand même, tu as le droit. Est-ce que, alors on a déjà parlé du fait que pour pouvoir un peu diffuser, infuser toutes ces idées au sein de la société, on pourrait faire plus de rencontres que ça, plus de choses, etc. Est-ce que tu as connaissance, en dehors du monde universitaire, mais plus vers les personnes responsables politiques ou décisionnaires, est-ce qu'il y a des personnes qui sont, ou des courants qui sont sensibles un peu à ça? Est-ce que tu as la conscience de ça? Difficilement. Ouais, très difficile hein, de répondre par oui ou par un non, mais je pense en tant qu'universitaire, on a un rôle à jouer. Parce qu'on a un rôle à jouer à partir du moment qu'on est une université, une société créatrice de savoir et de connaissances. C'est de notre rôle aussi de pouvoir former une nouvelle génération d'économistes qui intègrent dans leur réflexion des approches qui ne sont pas forcément des approches classiques, des approches qui ne se basent pas sur la théorie classique, keynésienne. Oui, c'est des approches qui sont intéressantes, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va exclure tout ce qui a été produit dans le passé, mais c'est à nous d'aller vers, on va dire, l'intégration de ce paradigme de complexité dans les formations. À titre d'exemple, je ne connais pas d'université publique qui fait de la complexité une matière d'enseignement. Mes collègues, ils peuvent me corriger.
Par contre, dans le privé, on en a. Et donc, ça reste quand même des initiatives qui sont individuelles, privées, qui sont prises par certains enseignants, qui intègrent des chapitres, ou qui intègrent des éléments de module. Et donc, déjà, ça commence par ça. Et puis après, je suis certain que probablement les décideurs politiques, ils peuvent aussi être intéressés par l'approche. Je peux... Est-ce que je propose Une seconde. le débat, justement. D'accord, très bien, Justement, très bien, on va très bien. rebondir là-dessus, Très et puis bien, on ok, débat ok, avec des questions. ok. Parce qu'on va continuer. Donc, bah, écoutez, on va terminer donc avec professeur David Kiran, et complexité leadership en temps d'insertion, pour terminer ces séries de conférences. Bonjour à tous. Je vais essayer après ce brillant exposé, très complémentaire des éclairages, voilà, très différentes perspectives, différents niveaux. Je vais essayer de parler de la complexité en plaçant le contexte de la complexité aujourd'hui. Les études de la complexité ont émergé il y a plusieurs dizaines d'années dans un monde qui était beaucoup plus simple que celui que nous vivons. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que la complexité explose. Elle est partout autour de nous. Donc, c'est un enjeu, c'est un défi pour justement appréhender. Alors évidemment, ça devient nécessaire de maîtriser ces outils, ces concepts, cette grammaire de la complexité, mais nous sommes en train de la vivre aussi. La complexité aussi, ça a été évoqué, a été traitée de manière scientifique, physico-mathématique depuis quelques décennies, mais elle a aussi des expressions, des perceptions qui relèvent de traditions, de pensée, de sagesse, de philosophie, de spiritualité. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est que nous sommes dans un monde de complexification croissante. Alors, je pars pour de cette période actuelle que j'appellerais la modernité tardive, bon, c'est un choix parmi d'autres, pour parler de ce qu'on appelle la grande accélération. La grande accélération, c'est depuis à peu près à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une croissance très significative de toutes sortes d'activités liées à l'humain et aux sociétés. Alors la croissance de population, de production, de l'industrie, de développement de l'industrie, de la communication, etc. Et donc c'est une croissance exponentielle. Et la première, c'est celle de la population mondiale. Donc voilà, il y a au début du 19e siècle, on était, je crois, 1 milliard d'individus et il va être multiplié par 10 d'ici à 2050. Donc, c'est cette notion-là de grande accélération qui est en train de se dérouler aujourd'hui et que certains appellent, alors j'ai parlé de la croissance, rappelez-vous, cette croissance est vraiment spectaculaire en termes de démographique. Cette grande accélération est aussi appelée anthropocène. C'est un mot un peu savant, mais qui renvoie à une dimension géologique, parce que les spécialistes de la géologie voilà, ont défini différentes périodes qui se chiffrent, qui se calculent en millions et voire en milliards d'années. Donc ces différentes périodes géologiques. Et aujourd'hui, le débat, c'est de voir la toute fine couche actuelle. Le débat porte de savoir si cette grande accélération correspond à une période géologique. Pourquoi ça pose question? Parce qu'aujourd'hui, la présence de l'humain, des sociétés, de l'humanité, influe sur ce devenir géologique et sur l'humanité est devenue une force géophysique, puisque aujourd'hui on influe jusqu'au climat. Donc maintenant le débat c'est de dire l'anthropocène, vous voyez, en 75 ans, nous sommes à même presque d'influer sur le cours géologique de la Terre, alors que cette histoire, ce grand récit, se chiffre en milliards d'années. Vous voyez, c'est ce rapport, et donc on voit que clairement il y a une complexité. Une autre manière de décrire cette complexité dans le cadre d'une grande accélération, je l'ai évoqué au début, de tout temps il existe des systèmes complexes qui relèvent de la géologie, des biologiques, donc le corps humain, le climat, on a évoqué
le comportement collectif d'animaux, le banc de poissons, les vols d'oiseaux, etc. Donc, cette complexité, elle est autour de nous. Hein, ces phénomènes d'émergence sur le plan naturel. Ce qui est nouveau, justement, c'est la croissance du monde artefactuel. C'est-à-dire que nous avons développé des systèmes artificiels qui, depuis près d'un siècle, aujourd'hui, sont devenus prédominants. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le monde est plus complexe qu'il y a 200 ans, parce que pendant des générations, les gens vivaient plus ou moins la même chose, les mêmes, voilà, ne se déplaçaient pas, les mêmes métiers, etc. Et aujourd'hui, le changement est accéléré. Hein. Donc, ce qui pose problème, c'est ces croissances et excroissances des systèmes artefactuels qui influent sur les systèmes naturels. Et donc, nous avons une sorte de complexité qui vient s'ajouter à une complexité naturelle et qui voit la perturbe ou la détruit. Donc, vous voyez que cette notion de complexité, eh ben, elle devient maintenant, elle possède de nouvelles dimensions. Alors, on a évoqué, Nick a tout à l'heure évoqué une définition minimale de la complexité, je ne veux pas, voilà, la non-linéarité, l'émergence, l'évolution. Aujourd'hui, nos problèmes sont vraiment des problèmes complexes, mais nous sommes en train de saturer l'espace et le temps de la planète. Et le problème, c'est comment pouvoir habiter cet espace et le temps avec justement cette production d'artefacts qui aujourd'hui impactent la planète et les sociétés. Alors moi, je trouve, en termes de... On parle beaucoup qu'on est en fin de civilisation, où je pense que nous sommes à la fin d'un cycle civilisationnel, d'une certaine vision de la modernité, du progrès, de l'industrie, et que nous sommes au début de quelque chose d'autre. Et c'est vrai que la notion de civilisation, elle est intéressante. Nous sommes à la fin d'un cycle civilisationnel et nous avons besoin d'une nouvelle civilisation qui doit être mondiale ou qui n'existera pas. Parce que nous sommes tous maintenant embarqués dans une sorte de vaisseau titanique. Et j'aime bien le mot civilisationnel qui ramène à des notions latines qui ne parlent pas. Je préfère la notion de Ibn Khaldoun, de Rembrandt, qui me parle vraiment. Pourquoi? Parce que selon la définition de Ibn Khaldoun, Rembrandt, c'est un moyen, c'est un rapport au temps et à l'espace. C'est une duration et aussi voilà, un motif temporel. Donc on peut définir, selon la vision de Khaldoun, je pense qu'on gagnerait à reprendre ce concept et voir c'est une manière de remplir l'espace et le temps. Une civilisation particulière a une spécificité dans sa manière de remplir l'espace et le temps. Et aujourd'hui, toute l'humanité a besoin de changer radicalement de manière d'occuper l'espace et le temps. Nous avons besoin d'un autre manière. Donc, c'est pour ça que cette notion de Rembrandt, c'est vraiment, et c'est presque, il y a une dimension presque de ce que j'appelle la géométrie restrictive. Donc, c'est vraiment un enjeu. Alors, comment remplir l'espace et le temps? J'ai parlé que nous sommes dans des phase de grande accélération, de croissance exponentielle, mais en fait, nous devons faire moins et mieux. Donc, c'est ce que j'appelle une sorte de géométrie restrictive. Donc, remplir l'espace et le temps différemment. Ça, c'est l'enjeu que nous vivons tout le temps. Donc. Et donc, c'est vraiment ce changement de cap civilisationnel, mais aussi le changement de chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu qui se déconnecte de ses habitudes consuméristes, ou voilà, et qui adopte un changement, est acteur de cette nouvelle manière de changer. Donc, je pars, moi, d'un rapport que vous avez tous entendu parler, les limites de la croissance. C'était un rapport qui est sorti il y a une cinquantaine d'années, en 72, et c'était le Club de Rome, et c'est le premier rapport, on a parlé des modèles de développement, c'est le premier rapport qui dit qu'il faut changer, que le développement, la croissance infinie, il y aura des limites qui vont être atteintes. Ils envisageaient que les limites que nous serions saturés en termes de... Voilà, ils ont étudié. C'est le premier système de modélisation complexe qui a été utilisé par une équipe du MIT, System Dynamics. Ils ont modélisé un certain nombre de paramètres pour étudier l'évolution de la population, de l'industrie, de la pollution, de la production de nourriture. Et donc, ils ont projeté, et pour la première fois, il y a eu ce cri de dire attention, la croissance n'est pas la panacée. Alors c'est un message que les économistes n'ont toujours pas de la difficulté à imaginer, à découpler l'économie
ou des régimes d'économie et la croissance, mais voilà, c'était le premier. Et ce rapport aussi était basé sur une étude de la modélisation d'un système complexe, le système mondial. Voilà. Donc ça, c'était une œuvre pionnière, et les gens voulaient alerter, sensibiliser. Et manifestement, depuis 50 ans, les gens n'ont pas encore accepté, les dirigeants économiques, politiques, la gouvernance de manière générale, le leadership de manière générale, n'a pas avancé, n'a pas écouté et n'a pas cherché à appliquer ça, à comprendre le cri d'alarme. Et aujourd'hui, nous avons des rapports aujourd'hui les rapports sur le climat, le GIEC par exemple, qui nous alertent sur les dangers du réchauffement climatique, parce que nous sommes en train de poursuivre toujours cette voie. Donc nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas changé de mode de manière non seulement de réfléchir, mais de vivre, de remplir l'espace. Et là, vous avez des rapports maintenant qui sortent. Ça, c'est un rapport qui est sorti en septembre dernier sur ce qu'on appelle les limites planétaires. Alors, le rapport du Club de Rome parlait des limites de la croissance. Et ce qui est en train d'exploser aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais des complexités, c'est que vous avez une multiplicité de limites fondamentales qui sont en train d'être franchies. C'est des limites en dessous desquelles la vie peut être viable, et une fois transgressée, eh bien, nous sommes dans des systèmes imprédictibles, chaotiques, et aussi qui menacent la vie de certains grand nombre d'espèces vivantes, y compris celle de l'humanité. Donc il y avait déjà ce premier rapport sur les limites planétaires, et sur 9 limites planétaires, 6 sont déjà franchies, et la 7e serait l'acidification. Alors voilà, c'est des choses très 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 précises. L'acidification de l'océan qui serait maintenant la 7e cible. Un autre rapport scientifique, donc voilà, vous avez ces changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. On sait que c'est vraiment des choses très très précises qui nous permettent de dire que nous avons franchi des limites et nous mettons en péril la vie sur Terre, en tout cas pour l'humanité. Un autre rapport vient de parler de vital signs, de signes vitaux planétaires. Ils ont défini à peu près 35 signes vitaux, et 25 sur les 35 ont déjà atteint des records limites en termes de hauteur et de niveau de bassesse aussi également. Donc, nous sommes en train de passer d'une vision où on prévenait des limites de la croissance, et donc là c'était une approche classique de la complexité. Nous ne pouvons pas grossir en croissance et excroissance, la planète est finie, donc ça déborde. Et nous sommes confrontés à une autre forme de complexité, c'est presque une transformation topologique de la notion de complexité à une croissance des limites. C'est une explosion des limites qui sont en train d'être franchies. C'est pour vous dire la gravité de la situation à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment une question de survie. Alors voilà, donc nous avons, je pense que dans des pays comme le Maroc, il y a une foi en l'avenir, et je pense que c'est très important de garder la foi en l'avenir, la foi en l'homme, une vision positive, constructiviste, mais il y a aussi le danger d'un biais aussi, c'est de penser que nous allons quand même nous en sortir parce que nous sommes des ingénieurs, nous allons miser sur la technologie, que quelque part nous allons trouver des solutions à nos problèmes. La raréfaction de l'eau au Maroc, on va trouver la solution. Ça va être la désalinisation, les autoroutes. Il y aura toujours une solution. On ne comprend pas que nous devons changer notre rapport à l'eau, que nous rendons compte que c'est une notion non pas gratuite comme l'air, mais qu'elle est précieuse. Voilà. Nous ne cherchons pas à changer notre manière d'être, mais on pense qu'on va trouver des solutions. Et ça, c'est une forme aujourd'hui presque de pensée magique, mythique, que la technologie, l'IA, le digital va nous sauver. Ça, je le retrouve très, très fort. Donc, je pense que c'est, d'un point de vue anthropologique, important de le signaler. Alors, on n'y a pas que nous n'avons pas franchi que des limites physiques, écologiques, mais nous sommes dans une période de grande complexité où nous sommes en train de franchir des limites cognitives et psychologiques. Alors, de plus en plus, nos sociétés sont devenues insensibles
à un certain nombre de phénomènes, le recul des libertés fondamentales, le déclin de la démocratie. Regardez aujourd'hui la montée de l'autoritarisme, des mouvements d'extrême droite, et la crise de la gouvernance mondiale. Regardez comment on focalise, on parlait de l'importance des personnes, pour qu'elles ne soient pas, on n'identifie pas une personne à son assignation identitaire, à sa couleur de peau, à la texture de ses cheveux, etc. Regardez comment on a aujourd'hui ce retour très fort du rejet de l'autre, du migrant, comment aujourd'hui il y a des solidarités négatives qui se développent, on a envie d'en découvrir avec son voisin, le pays voisin, vous voyez, Algérie, regardez, Pakistan, Inde, et partout aujourd'hui, nous avons ces phénomènes, l'injustice sociale, l'inégalité de distribution de la richesse. Aujourd'hui, voilà, les géants du numérique capitalisent, c'est plus qu'une oligarchie, voilà, les chiffres sont vraiment écrasants. Et regardez aussi que même notre inconscience ou notre capacité à franchir les limites, regardez aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, qui est un génocide en direct, on a essayé de le nier, etc. Et aujourd'hui, finalement, on s'accommode de voir ça se dérouler en permanence. Et, vous voyez, donc on est vraiment dans une situation d'explosion, de croissance des limites, y compris de cet ordre psychologique, cognitif. Et donc, notre paysage, je dirais que c'est un paysage de catastrophes aujourd'hui, des catastrophes écologiques, des catastrophes naturelles, des catastrophes géopolitiques. Donc voilà, rappelez-vous les inondations à Valence, regardez comme Los Angeles, la cité qui nous fait rêver, la cité du ciel, incapable d'éteindre un incendie, voilà, qui est en train de ravager les plus beaux quartiers, etc. Donc c'est des choses vraiment, c'est du réel. Donc, notre nouvelle normalité, je dirais, c'est le non-équilibre, c'est la catastrophe. La catastrophe aussi a été exprimée de manière dans une théorie mathématique de Renaud Thom, mais voilà, avec une dimension topologique, mais reprenons ce concept militaire de VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, c'est aujourd'hui la norme. Aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, c'est ce paysage-là. Donc, la complexité dans cet univers, je vais être un peu provocateur, mais je pense qu'il est important de comprendre les outils, la grammaire de la complexité, mais comme tout aujourd'hui est complexe, il ne faut pas que ce soit une finalité. C'est presque une pensée du passé d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Notre monde est ultra complexe. Alors évidemment, nous allons utiliser les outils de la pensée, nous appuyer sur les penseurs. Mais le projet civilisationnel, et y compris de pensée, qui nous permet de dépasser, ne peut pas être la complexité. Il nous faut quelque chose d'autre. Parce que la complexité, nous la vivons déjà. Donc il nous faut passer à une autre étape. Et la complexité est venue aussi comme une forme de rétrospective d'une longue histoire des sciences. Et voilà, long regard sur la science classique, les bouleversements scientifiques qui sont arrivés, etc. Et à l'évidence, il nous faut notre pensée. Aujourd'hui, triomphe la pensée technoscientifique, et nous sommes déficients en termes de sciences humaines et sociales. C'est ça, c'est l'enjeu le plus dur. C'est comment refonder une pensée de l'humain, une pensée de la société, comment produire du sens, même pas le chercher. Voilà. Et ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. Et donc, bon, on pourra peut-être discuter, j'ai quelques pistes sur lesquelles mais en fait, c'est pour dire que la complexité, c'est une voie qui peut nous aider, mais ça ne doit pas être une finalité. Il faut être même aussi de voir aussi comment la complexité peut être utilisée dans des schémas ultra-réductionnistes de manipulation. C'est-à-dire que la complexité, elle peut se venger de nous. Hein, le 11 septembre, le marché financier, la crise financière de 2008, l'accident nucléaire de Fukushima, les révolutions arabes de 2010, la pandémie. Voilà. La complexité, elle est comme un pharmacon, elle a une force. Nous vivons son âge d'or, mais il y a aussi son côté dark. Hein, donc, alors, par rapport à la question du leadership, moi, j'entends beaucoup parler de cette notion, et là, c'est un peu tout nouveau pour moi, dans le sens où je suis très, très fatigué par cette notion de leadership, parce que on aimerait bien avoir du leadership aujourd'hui dans ce monde d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on voit? C'est une vraie crise du leadership, de la gouvernance mondiale. Nous avons des formes dégénérées de leadership qui sont nocives
vous avez voilà, le leader démagogique, voilà, les dirigeants populistes qui manipulent les passions tristes des foules, des entrepreneurs de biens salis qui vous vendent du religieux à toutes les sauces pour vous contrôler, vous manipuler. Et vous avez aussi le leader aujourd'hui, c'est l'influenceur du type des plateformes numériques, etc. Donc vous voyez, si c'est ça le leader, je sais pas, en tout cas c'est des formes dégradées. Et donc voilà, aujourd'hui, les gens se mobilisent apparemment de manière confuse autour de patriotisme chauvin, étroit, de religiosité exclusive, de repli, identitaire, voilà, donc on le voit un peu partout. Et donc, on est vraiment dans une crise. Alors, je renvoie quand même à 3 ouvrages récents qui peuvent permettre de comprendre voilà, ce qui se passe en termes de leadership. Johann Chapoutot est un écrivain qui est spécialiste du nazisme. Il vient d'écrire ce livre, Les Irresponsables, qui analyse comment les fascistes sont arrivés, les nazis sont arrivés au pouvoir. Et on croit qu'ils ont gagné, qu'ils ont fait un travail. En fait, la démonstration, c'est qu'en fait, c'est l'élite précédente qui amène ces gens au pouvoir. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il serait trop facile de dire que nous avons de très mauvais dirigeants aujourd'hui, fascistes, etc., et que les autres, c'est les autres qui les ont mis. Donc, c'est comment l'irresponsabilité des élites ont amené à ce que des leaders aussi simplistes, aussi voilà, stupides, aussi bornés, aussi suprémacistes, etc., aujourd'hui viennent au pouvoir. Pareillement, sur la question du management, je suis très influencé par la lecture du livre de ce même auteur qui montre comment le management a été formulé dans le cadre du nazisme. Je renvoie aussi dans les formes de prédation aujourd'hui, de leaders prédateurs, un livre qui vient de sortir, L'heure des prédateurs. Donc, c'est formé de ce gars, du président de Salvador, qui a décidé de combattre la criminalité de manière absolument dans des camps de concentration, à Trump, ou bien les leaders israéliens, ou bien en Hongrie, un peu partout. Vous mettez des élections, vous avez ces leaders qui prennent le pouvoir. Donc, voilà. Cette vision masculiniste du pouvoir, des choses vraiment très, très, qui nous ramènent très en arrière, qui nous ramènent à ce qui s'est joué peut-être, voilà, quand il y a un siècle, quand montaient voilà, des dimensions, des expressions détestables, voilà, qui focalisent sur le racisme ou autre. Alors, moi, je n'ai pas... Revenons au monde de l'entreprise. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que jamais je n'entends autant parler de leadership que dans le monde entrepreneurial du business. Regardez aujourd'hui, depuis la venue de Trump et de la guerre commerciale qu'il a engendrée, comment les CEO sont absolument... Il est où le leadership économique? Les gens qui maîtrisent l'économie, pourquoi ils ne prennent pas la parole pour dire, voilà, là, il y a des milliards qui ont été perdus, voilà, par des décisions politiques, etc. Et les gens se taisent. On ne les voit pas, ces leaders. Alors, je renvoie des articles du Financial Times, le silence des CEOs, ou bien un autre de MIT Sloan qui dit, voilà, le moment pour le leadership économique, c'est du courage, c'est de résister par rapport. C'est devenu des servants, comme les religieux, du politique. Ils s'alignent aux politiques, même si la politique nous conduit à la catastrophe. Il me dit, donc, je pose la question, il est où ce leadership? Il y a des gens qui ont pris la parole. C'est les présidents de l'université, le président de l'université de Harvard, et aussi une centaine de présidents d'université qui ont accepté des contraintes, mais qui ont quand même résisté en disant, attendez, stop, vous ne pouvez pas entrer, nous dicter comment conduire, comment gérer nos étudiants, comment trier entre les étrangers et les autres, etc. Donc, je vois que la seule forme de résistance ou de leadership, elle est d'ordre intellectuel, elle est dans le monde de l'université. Et ceux qui parlent et qui nous cassent la tête avec ces notions de leadership restent silencieux et ne bougent pas, ou bien participent du pouvoir. Regardez comment Elon Musk, le capital de sympathie qu'il a perdu, et aussi l'effondrement de sa société civile, en s'alliant, voilà, l'exercice de 3 mois, comment il a définitivement montré qu'il pouvait être un grand génie du business et un total crétin politique. Donc, par rapport à cette notion de leadership, moi, je pense que, voilà, je me questionne, avons-nous encore tant besoin de leadership dans des sociétés? Peut-il s'incarner dans des collectifs plutôt que des individus? Comment s'agence-t-il au phénomène d'émergence? Alors, moi, j'ai étudié la question, on a évoqué le printemps arabe, je trouve que là, on avait quelque chose d'intéressant. Parce que là, on a vu, et pas simplement dans le monde arabe, des jeunes et des moins jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, un peu partout, des gens qui sont mobilisés de manière non violente, des gens très bien formés,
et qui ont voulu changer le système. Ils sont arrivés, on a changé le pouvoir, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir. Ils étaient intéressés par le changement, ils ne l'ont pas pris. Et voilà, ces acteurs-là me semblent révéler de quelque chose de peut-être plus horizontal, des nomades, des monades, sans idéologie particulière. On attendait que le monde arabe soit teinté d'extrémisme religieux, etc. Les révolutions arabes n'avaient rien de religieux, n'avaient rien d'idéologique, il n'y avait pas de leader. Hein. Donc, il y avait des vieux, des jeunes, etc. Et à peu près, on a vu ça un peu partout dans le monde. Malheureusement, ces gens-là ont une puissance, mais ne sont pas intéressés par l'autorité. Ils ont des mentors, c'est-à-dire ils s'identifient à des Assange, des Snowden. Et je pense, voilà, c'est des gens qui travaillent sur des pollinisateurs du sens, des réseaux sociaux, des connecteurs, des acupuncturistes, des conitaires d'un nouvel âge. Donc, je pense que ces gens-là cherchent la puissance, cherchent à changer le monde, mais ils ne veulent pas forcément le pouvoir, et ils n'ont pas utilisé la violence. Et regardez comment, le fait qu'ils n'aient pas utilisé la violence, comment finalement ça s'est retourné contre eux, puisqu'ils se sont appuyés beaucoup sur ces dynamiques de réseaux sociaux. Et là aussi, la technologie d'information, elle est duale. C'est-à-dire, elle a autant été une forme de catalyse, voilà, les réseaux sociaux pour libérer, pour renverser, mais les mêmes outils ont été utilisés contre ces gens pour les contrôler, pour les manipuler et les traiter comme du bétail cognitif. Voilà, mon idée, c'est qu'aujourd'hui, peut-être réfléchir à quelque chose qui soit au-delà du leadership ou, disons, qui reflète un peu cette vision d'une société plus rhizomatique, plus étendue à l'horizontale qu'au rapport vertical. Je m'arrête là et je vous remercie.